Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui est un peu particulier puisque nous avons souhaité consacrer la totalité de cette émission au Brexit et plus particulièrement au Brexit vu de Grande-Bretagne et je dirais même plus particulièrement au Brexit vu par un Britannique de naissance. Bien que ce podcast ait été enregistré avant certains développements, il me semble que vous trouverez dans le point de vue de notre invité des informations et un regard qui alimentera vos propres réflexions. Notre invité, quand je dis notre, c'est-à-dire celui de François Bujon de l'Étang, celui de Nicole Niesotto et celui de Marc-Olivier Padis, respectivement ambassadeur de France, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers et directeur de la Fondation Terra Nova, notre invité, c'est Alex Taylor. Alex Taylor, bonjour. Bonjour. Nous allons donc avec vous parler du Brexit. Alex Taylor, vous êtes journaliste, vous êtes d'origine britannique, mais vous êtes installé en France depuis le début des années 80. Vous avez obtenu la nationalité française le 9 novembre dernier, après avoir entamé les démarches au lendemain du référendum britannique du 23 juin 2016. Vous avez participé ou animé de nombreuses émissions sur FR3, Arte, la chaîne parlementaire, Euronews, mais surtout sur les différentes antennes du groupe Radio France. Présenté comme le Monsieur Europe de la radio française, des radios françaises, devrais-je dire, vous avez notamment présenté à France Inter une revue de presse européenne jusqu'en juin 2015. Vous avez également été le directeur des programmes de Radio France Internationale de 1996 à 2000 et avec vous, comme je l'ai dit, nous allons nous intéresser au Brexit et peut-être plus particulièrement au Brexit et à ses effets sur votre pays d'origine, la Grande-Bretagne. La première ministre britannique Theresa May a enclenché en mars dernier la procédure de sortie de l'Union prévue à l'article 50 du traité. Un temps favorable à un Brexit dit dur, Madame May a depuis tempéré sa position après son échec aux élections législatives anticipées de juin 2017. Le Parti conservateur, son parti, a en effet perdu la majorité absolue à la Chambre des communes et Theresa May a dû faire face à une vague de départ de son cabinet, ainsi qu'à de vives contestations de son leadership. Son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a multiplié les déclarations provocatrices. Le discours prononcé le 4 octobre par Madame May en clôture de l'université de rentrée du Parti conservateur a achevé de convaincre les commentateurs que le leadership de Theresa May était fortement entamé. Si le Français Michel Barnier, chargé par la Commission de diriger les négociations pour le camp européen, a multiplié ces dernières semaines les critiques contre les négociateurs britanniques et leur chef, David Davis, les jugeant mal préparés, peu disposés au compromis et attachés à des revendications qu'il savait inenvisageables par Bruxelles, l'Union européenne s'est inquiétée d'une éventuelle chute du cabinet de Theresa May qui aurait enfermé davantage le Royaume-Uni dans la crise politique et retardé d'autant l'avancée des négociations. Tout en affichant leur fermeté sur de nombreux dossiers, les Européens ont beaucoup fait pour arriver à un accord avec les Britanniques et éviter le scénario d'une sortie sèche, outre des conséquences économiques potentielles graves pour le Royaume-Uni comme pour le continent. Une telle situation aurait remis en cause la présence outre-Manche des quelques 3 200 000 ressortissants européens qui s'y sont installés. Vu du Royaume-Uni, en revanche, les difficultés des négociations seraient à imputer aux Européens. Selon le ministre chargé du Brexit, David Davis, les dirigeants de l'Union seraient en effet animés par un esprit de vengeance, analyse qui est partagée par une large partie de la presse eurosceptique, tandis que les opposants ou les déçus du Brexit demeurent nombreux mais mal organisés. Au terme d'une âpre bataille juridique, le Parlement britannique s'est vu reconnaître un important pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement dans ce domaine, un pouvoir dont il a peiné à faire usage jusqu'à une date récente où il a exigé la communication d'un rapport sur l'impact économique du Brexit que le gouvernement lui avait présenté
tronqué. Au moment où nous enregistrons cette émission thématique, un accord est annoncé qui verrait la Grande-Bretagne et l'Union européenne tomber d'accord sur la facture du Brexit, 50 milliards d'euros. Resterait à résoudre 2 problèmes majeurs, la forme que prendra la frontière avec l'Irlande et le statut des expatriés. Alex Taylor, au lendemain du choix effectué par vos compatriotes, vos ex-compatriotes, vous confessiez avoir pour la première fois eu honte de votre pays. Depuis lors, vous relayez sur les réseaux sociaux de nombreuses informations relatives aux atermoiements, aux échecs et aux éventuels mensonges qui entourent le Brexit. À vous lire, ce que j'invite tous nos auditeurs à faire, on a l'impression que le Brexit n'a pas fini d'avoir des conséquences sur l'avenir de la Grande-Bretagne. À votre avis, quelles sont les plus importantes ? Je ne sais pas si vous regardez Danse avec les stars à la BBC, Strictly Come Dancing, c'est tous les samedis soirs. Il y a l'un des juges qui est très connu pour son slogan habituel. Chaque fois que la danse est une catastrophe, il dit « Darling, it was a disaster ». Et je pense à cette phrase chaque fois que je me réveille, ne serait-ce que ce matin. Chaque matin apporte son lot de catastrophes. Enfin, très franchement, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous sur Theresa May. C'est vrai qu'elle est particulièrement affaiblie, mais on se rend compte, surtout depuis son discours catastrophique, où elle toussait tout le temps, où le slogan est tombé. Enfin, je veux dire, on ne peut pas souhaiter encore plus de malheur à cette pauvre première ministre. Mais on s'est rendu compte depuis, en fait, que sa faiblesse, c'est sa force. Parce qu'on se dit, elle est là, mais quelle est l'autre possibilité ? Et puis, de toute façon, comme on craint le pire pour le Brexit, on la garde jusqu'au fin fond de sa misère pour qu'on puisse lui dire après, une fois que le Brexit est acté sous quelque forme que ce soit, c'est tout sa faute à Theresa May. Donc je ne suis pas entièrement d'accord avec vous qu'elle est très affaiblie. En fait, sa faiblesse, son énorme faiblesse, c'est sa force. Comment se passent les choses? Comme je vous dis, chaque jour apporte son lot de nouvelles catastrophes. Ne serait-ce que ce matin où son numéro 2, ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais quand même son numéro 2 est accusé d'avoir de la pornographie. Ça fait toutes les unes ce matin, la BBC, c'est un enquêteur de la police, dit qu'il a passé son temps à regarder de la pornographie dans le bureau, et c'est le numéro 2. Donc je ne sais pas si à la fin de l'émission, il tiendra toujours en place. On en est là. Et puis le comité du Brexit du Parlement a indiqué hier soir à Theresa May, c'est comme le comité qui gère le Brexit et qui interroge toutes les parties prenantes là-dessus, a déclaré hier soir, noir sur blanc, votre position sur la frontière avec l'Irlande du Nord n'est pas tenable. Vous ne pouvez pas à la fois dire nous allons sortir de l'union douanière et du marché unique, ce qui n'était jamais sur le bulletin de vote, je vous rappelle, et en même temps prétendre qu'il n'y aura aucune frontière entre l'Irlande, la République et l'Irlande du Nord. Ce n'est tout simplement pas possible, ou sinon ça se perd par magie. C'est ce qu'on a indiqué hier soir. Mais encore plus de malheur, si vous en voulez encore un qui date d'aujourd'hui, c'est que le parti dont dépend la majorité de Theresa May depuis ces élections désastreuses, le DUP, charmant petit parti homophobe qui a 10 sièges, mais dont Theresa May a besoin pour sa majorité, a indiqué hier qu'il n'était pas question que l'Irlande du Nord ait un statut spécial. C'est la solution vers laquelle tend l'Union européenne et Dublin depuis quelques semaines. Et tout d'un coup, paf, si vous voulez notre soutien, c'est-à-dire si vous voulez garantir votre majorité, il n'est pas question de dire oui à ça. Donc, it's a disaster. François Bujon de l'Étang. Je reconnais que les mauvaises nouvelles sont nombreuses, qu'elles se sont beaucoup succédé ces dernières semaines, et puis qu'ensuite on voit toutes sortes de choses, des signes. On apprenait il y a 2 jours que Bank of America venait de signer un bail pour un immeuble de 10 000 mètres carrés à Paris, et qu'elle comptait transférer dans un premier temps 200 employés de la City vers Paris, mais 10 000 mètres carrés, ça fait plus que 200 employés. Donc on voit très bien les conséquences du Brexit qui apparaissent l'une après l'autre. Et il apparaît rétrospectivement que personne, au moment du débat référendaire, n'avait sérieusement envisagé, analysé, regardé les conséquences possibles du Brexit. Alors, une question que je me pose, parce que
la négociation, elle a mis très longtemps à s'engager. Déjà, on a commencé, votre référendum en Grande-Bretagne était en juin 2016, n'est-ce pas? Et on a finalement commencé à croiser le fer seulement avec M. Barnier longtemps plus tard. Donc on s'est trouvé dans une situation que j'ai déjà, je crois, sur cette antenne, comparée à ce que j'appelais la drôle de guerre en 1939. La guerre a été déclarée, mais on n'a pas tiré un seul coup de fusil et on attend l'offensive du mois de mai. C'est un peu ça. Mais ça y est, maintenant c'est engagé, ça avance, semble-t-il. On rencontre des problèmes insolubles, comme celui que vous venez de montrer du doigt, l'Irlande, qui est effectivement probablement très très difficile, sinon impossible à résoudre. Alors, ma question est la suivante. On a l'impression que les réalités du Brexit et la réalité des conséquences du Brexit commencent à percoler très lentement dans l'opinion britannique et parmi les cercles économiques et les décideurs, comme on dit, britanniques. Est-ce que cette percolation va être longue? Et si elle va jusqu'au bout, est-ce qu'elle risque de remettre les choses en cause? Tony Blair, dans l'interview qu'il a donnée au Figaro, il y a 48 heures de cela, disait qu'il espérait pouvoir obtenir un renversement de la décision et qu'il allait y travailler. J'avais déjà entendu ce propos dans la bouche d'autres politiciens britanniques de tout premier plan. Est-ce que c'est concevable? Alex Taylor. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous que les décideurs commencent à s'en rendre compte. Les décideurs, la vaste majorité des décideurs, c'est pour ça d'ailleurs que la vaste majorité des députés étaient pour le Remain. Donc eux, depuis longtemps, ils se rendent compte que ce n'est pas gagné d'avance. Oui. J'ai regardé l'émission politique de débat en public hier soir, ça s'appelle Question Time, à la BBC. Il y a un public, il y avait 300 personnes. Et une réponse m'a frappé, c'est que quelqu'un avait dit, elle a tout à fait raison, elle a dit, mais sur ces bus, on nous avait pas dit qu'il y aurait 50 milliards à sortir. Personne nous avait dit ça. Vous savez, les Britanniques sont un peu comme tout le monde. Dès que ça commence à toucher la poche des gens. Et quelqu'un d'autre dans le public a dit, moi je suis infirmière. C'est très intéressant cette émission, parce que là, on touche vraiment des gens qui sont pas des experts. Il y a un panel d'experts, et puis il y a 300 personnes qui prennent la parole. Et il y avait une infirmière du NHS, le service de santé, qui avait dit, mais moi je travaille dans les hôpitaux et je peux vous dire que contrairement à ce qu'avait prétendu un Brexiteur sur le panel, les gens ont bien voté en pensant qu'ils allaient tout de suite récupérer 350 millions de livres par semaine qu'on donne à Bruxelles pour financer les hôpitaux. Il faut rappeler que pendant la campagne, il y a circulé un certain nombre d'autobus avec des calicots disant, si vous votez pour le Brexit, si vous votez pour le Brexit, nous récupérerons 350 millions par semaine. Personne leur a dit que vous allez par semaine. Et personne leur a dit vous allez en même temps payer 50 milliards. Donc faites le calcul vous-même. Je pense que le Brexit a été beaucoup le résultat de l'état des services publics en Grande-Bretagne après des années d'austérité. Parce qu'on l'a présenté avec ce bus notamment, le choix aux gens, si vous votez pour le Brexit, il y aura plus de sous pour les services. C'est ça que ça a touché les gens. Et pour répondre à votre question, quand les gens vont s'en rendre compte de plus en plus que ce n'est pas le cas, qu'au contraire, il va falloir sortir des sous, là, il peut y avoir, au fur et à mesure qu'on s'approche de la falaise en mars 2019, je sens déjà, enfin, si vous regardez les sondages, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même déjà maintenant une majorité, je crois que ce dernier sondage, c'est 48 contre 42, 48 qui disent que c'était une erreur de voter pour le Brexit, 42 qui disent toujours que c'était une bonne chose. La tragédie de la situation en Grande-Bretagne en ce moment, c'est qu'il n'y a personne, politiquement, pour représenter ce courant. C'est-à-dire l'opposition. Vous avez quand même l'absurdité totale selon laquelle tout le monde sait que Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, l'opposition donc, a toujours voté contre l'Union européenne depuis qu'il est né. Donc c'est un fervent Brexiteur, mais il peut pas le dire. Il dit il dit avoir voté pour le Remain, mais mollement. Mais tout le monde sait que, d'ailleurs, il a demandé à quitter tout dès le lendemain du Brexit. Et l'absurdité, c'est que le pays mené par Theresa May, qui, elle, plaidait pour rester dans l'Union européenne et qui a seulement viré sa cutie quand elle a vu qu'il y avait une place à prendre parce qu'elle a toujours voulu
devenir Premier ministre. Donc nous avons cette situation totalement absurde, mais qui fait qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que des gens comme Tony Blair, malheureusement assez discrédités à cause de l'Irak, mais il n'y a pas de con, sauf le petit parti des centristes, mais qui sont complètement perdus. Je pense que si les choses continuent comme ça, si le gouvernement de Theresa May chute, faute de majorité, parce que le dupe lui fait un mauvais tour, s'il y a de nouvelles élections, si quelqu'un arrive à faire chuter Jeremy Corbyn, là, il peut y avoir un retournement de situation, mais c'est peu probable. Ouais, ça fait beaucoup de Nicole Niesotto. Oui, c'était une partie de ma question. Est-ce qu'on peut, parmi les conséquences au Royaume-Uni du Brexit, imaginer un renouveau du Labour, un renouveau de la gauche? Alors, je sais que partout en Europe, les gauches traditionnelles sont en grande crise, mais est-ce qu'on peut imaginer une alternative moins nationaliste, moins anti-européenne à la suite du gouvernement de Madame May? Mais ma question était aller un peu plus loin. On parle beaucoup de la division du Royaume-Uni, on a parlé beaucoup du problème de l'Écosse qui pourrait demander de nouveau un référendum, on parle maintenant du problème de l'Irlande du Nord, donc on a l'impression que ce Royaume-Uni va se désunir. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas le système démocratique même au Royaume-Uni qui est en jeu? Parce que si, comme vous le dites, une majorité de population s'aperçoit qu'on leur a menti, que ça va se traduire par un appauvrissement général pendant 20 ans, parce qu'il va falloir payer la dette, parce que c'est parti non seulement pour un désastre, comme vous dites, une catastrophe maintenant, mais pendant 30 ans. Moi, je suis absolument convaincu que la puissance britannique est terminée jusqu'en moins 2050. Il va falloir une espèce d'introversion douloureuse pour payer ces dettes. Est-ce que du coup, on peut pas imaginer à l'intérieur de la société britannique une espèce de révolution contre ce système qui a fait faillite et qui les amène à une telle catastrophe? Est-ce qu'on peut imaginer une montée des mouvements antidémocratiques au Royaume-Uni? Alex Taylor. Le problème que vous avez déjà souligné, qui est un problème spécifiquement britannique, je peux bien vous parler parce que j'ai fait pendant 20 ans la revue de presse européenne à Radio France, c'est que la Grande-Bretagne est une presse très particulière. C'est une presse qui appartient à des noms britanniques, même des noms européens, comme Rupert Murdoch, et qui a 85%, je crois que c'est le chiffre, 84% des articles pendant le référendum étaient contre l'Union européenne. Et quand vous avez cette presse comme ça, quand vous avez des journaux, regardez, faites Google sur The Daily Express, les unes du Daily Express, pas seulement pendant la campagne du référendum, mais depuis des années, qui font des unes comme « Méfiez-vous des migrants roumains, ils vous piquent des choses dans votre maison quand vous n'êtes pas là ». Ça, c'est la une de ce journal, qui est vendu dans tous les kiosques. Je veux dire, il faut même pas l'acheter, vous le voyez tout de suite. Est-ce que les Français ne comprennent pas toujours par rapport à cette presse? Et comme il y a une panoplie de titres, donc c'est très concurrentiel. Donc, pour vendre, je veux dire, en France, les gens achètent raisonnablement le même journal tous les jours. Donc, si vous achetez Libé aujourd'hui, il y a peu de chances que vous achetez le Figaro demain matin, que ce soit des journalistes ou fassiez des revues de presse. En Grande-Bretagne, on va dans un magasin, il y a 12 titres qui disent « achetez-moi, achetez-moi ». Donc, il faut faire appel à de l'émotion. Et comme brasser la peur de l'Union européenne, ce n'est pas difficile déjà auprès de mes compatriotes, ça vous donne cette presse qui est grotesque. Je connais, je vais pas le nommer, je connais le correspondant de l'un de ces journaux, et chaque fois qu'il essaie d'envoyer un papier sur la France plus ou moins gentil, on lui dit il faut rendre ça beaucoup plus drôle, ou beaucoup plus critique, ou ridiculiser les Français, ou rentrer dans les stéréotypes. Quand vous avez cette presse-là, je vous rappelle que Boris Johnson lui-même a été viré du Times parce qu'il était correspondant à Bruxelles. Vous savez quelle était son attitude? Quand il rentrait dans le bureau tous les jours, il était connu pour rentrer, et il disait chaque jour, enfin c'était comme ça qu'on le caractérisait, il disait « What's happened today ?» Qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui à Bruxelles? And why is it bad for Britain? Et pourquoi c'est mauvais pour la Grande-Bretagne? Donc, et un type qui a été viré du Times pour avoir inventé des articles. Quand vous avez en plus ce type qui a fait campagne en pensant qu'il allait perdre, je vous conseille la lecture, c'est shakespearien,
très intéressante d'un article qu'on n'a pas remarqué dans le brouhaha général après la victoire du oui, de sa sœur, Rachel Johnson, qui est une très bonne journaliste britannique et qui est totalement contre le Brexit de son frère. 4 jours après le référendum, elle a fait un article pour dire toutes ses motivations. Elle dit il voulait perdre, il voulait juste se faire une bonne réputation pour contrer Cameron plus tard. Il ne s'attendait jamais à gagner et c'est un Européen convaincu. D'ailleurs, si on regarde son parcours, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans les écoles européennes, etc. Donc, juste pour dire, quand vous avez cette presse, c'est ça le problème en Grande-Bretagne. Il faudrait faire chuter parce que cette presse, regardez tous les jours, il y a des choses monstrueuses. Maintenant, c'est de la faute. Vous savez, la blague, vous voulez que je vous raconte une blague parce qu'il y en a pas beaucoup. Vous savez, en anglais, il y a des blagues. Combien de personnes faut-il pour changer une ampoule? Alors, combien de Brexiteurs faut-il pour changer une ampoule? Et la réponse, c'est aucun, parce que de toute façon, personne nous avait dit qu'il allait faire noir. Et puis s'il fait noir, ce qui est très peu probable, c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à Dublin, c'est la faute aux Remainers. Voilà, en gros, enfin, elle est pas très drôle, cette blague. Vous voyez un tout petit peu... voilà. Raisonnable. Même l'humour anglais souffre de cette terrible chose, vous avez compris, qu'est le Brexit. Mais je ne suis pas très objectif. Vous avez peut-être compris que je suis assez contre la décision de mon pays, à laquelle j'ai même pas pu participer parce que je n'avais pas le droit de vote. Oui, ça c'est un point assez choquant, je dois dire, c'est que les sujets de Sa Gracieuse Majesté qui habitaient en dehors des frontières du Royaume pendant plus de 5 ans... Plus de 15 ans. De 15 ans, pardon. Ouais. Étaient exclus de la votation. Marc-Olivier Padis. On a évoqué dans les questions précédentes l'idée qu'il pourrait y avoir un renversement de situation ou un bouleversement de la situation intérieure britannique. Mais on a l'impression qu'on va assister à quelque chose qui pourrait être pire, c'est-à-dire une espèce de Brexit insensible, c'est-à-dire de transition insensible, parce que d'abord, on parle de Brexit, alors que pour le moment, l'Angleterre n'est pas sortie de l'Union européenne. Formellement, elle est toujours dans l'Union. Elle bénéficie toujours des accords commerciaux. Elle doit payer ce qu'elle doit au budget. Alors bien sûr, les acteurs économiques anticipent, parce que c'est toujours ce qu'ils font, ils anticipent, donc ils ont déjà modifié leur comportement. Mais ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un accord de transition avant l'accord définitif qui va régler les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et beaucoup de personnes spéculent, des deux côtés d'ailleurs, côté européen et côté britannique, sur le fait que cet accord de transition qui est censé durer 2 ans pourrait se prolonger de manière plus ou moins diffuse et que, dans le fond, on passe d'une situation où aujourd'hui les Britanniques sont pas encore sortis, mais ils sont déjà sortis psychologiquement, à une situation de transition qui va durer. Et est-ce que démocratiquement, c'est pas presque pire, ce côté un peu insaisissable, c'est-à-dire personne ne décide vraiment rien, on suit le résultat du référendum, on va pas le renverser non plus, mais les décisions s'enchaînent et puis on va arriver à un nouveau statu quo qui sera à peu près illisible parce que ça va être un accord commercial très complexe. Alex Taylor. Je pense qu'il faudrait que l'Union européenne aide les Britanniques à leur mettre devant la responsabilité de leur choix. Parce que vous avez dit qu'il va y avoir une période de transition, mais est-ce que l'Union européenne sera forcément d'accord avec ça? C'est tout ce que je lis, c'est toujours la Grande-Bretagne qui dit il va y avoir une période de transition, comme si elle était seule décisionnaire. Moi, je serais à la place des décideurs de l'Union européenne. Je leur dis non, soit vous payez votre abonnement, vous êtes à la gym, soit vous ne payez pas, vous n'utilisez pas les appareils. Ne serait-ce que pour des questions très pratiques. Vous avez parlé des expatriés dans les deux sens. Alors, il y a 3,2 millions, soi-disant, d'Européens qui vivent en Grande-Bretagne parce qu'on les compte un peu. Je peux vous dire, l'un des grands scandales de ce référendum, c'est non seulement que nous, les expatriés, ex-britannique, dans mon cas, fort heureusement, mais... Enfin, à l'époque, vous n'étiez pas ex-britannique. Non, j'étais pas ex-britannique. On nous a jamais compté.
Et les Britanniques, et personne, moi j'essaie d'alerter les médias en Grande-Bretagne, mais c'est impossible de les joindre. J'envoie des emails, des tweets, etc. Mais personne n'en tient compte. Mais personne nous a jamais compté. Moi, ça fait 38 ans que je suis en France et à aucun moment, aucune instance britannique m'a demandé de m'enregistrer. Ils savent pas que je suis là. Et c'est le cas parce qu'on n'est pas tenu de s'enregistrer, donc personne ne le fait. Je vais pas me présenter à l'ambassade en disant est-ce que vous voulez savoir que je suis là? J'ai appelé l'ambassade britannique à Paris, ils n'ont aucune idée de combien de Britanniques vivent, travaillent, existent sur le continent. Si on lit les chiffres dans la presse, chaque article a son propre chiffre, mais ça va de 800 000 à 2,6 millions de Britanniques. Donc on ne sait pas combien de retraités britanniques il y a en Espagne. Personne ne sait tout ça. Et je dis tout ça parce qu'il y a des conséquences réelles pour nous, pour tous ces gens qui sont dans ce cas, à la fois en Grande-Bretagne, mais aussi pour nous. C'est-à-dire que il y a des conséquences pratiques en termes de est-ce que la France continue à me traiter, si j'étais toujours britannique, comme un Européen, c'est-à-dire avec la sécurité sociale facile, la non-discrimination si vous postulez pour un travail, ou est-ce qu'on devient tout d'un coup comme un Africain ou un Turc? C'est pratiquement impossible de louer un appartement, de se faire embaucher, parce qu'il faut que la société qui vous embauche prouve qu'il n'y a pas d'Européens qui puissent faire ce travail. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Pendant 2-3 ans, on est un peu gentil avec les Britanniques, ils sont un peu dedans, mais ils sont un peu dehors. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, ça. Moi, j'ai perdu mon père il y a 4 ans. J'ai écrit un livre là-dessus, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, mais le Brexit s'apparente à un deuil, parce qu'on vous enlève toutes vos certitudes. Est-ce que je vais pouvoir rester dans le pays où je suis? C'est le cas, vous pouvez lire dans The Guardian, qui est l'un des seuls journaux britanniques qui est un peu contre le Brexit. Il y a des témoignages, mais affreux, de gens qui sont installés en Grande-Bretagne depuis 35 ans et qui ne savent plus s'ils peuvent rester. Et à qui on a déjà envoyé des lettres, parfois par erreur, c'est encore pire, pour dire vous n'avez plus le droit de rester, faites vos bagages et partez. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, cette période de transition a des conséquences surtout sur nous. Ces 5 millions, peut-être 6 millions de personnes qui savent plus du tout s'ils pourront conserver leurs droits ou pas. Et c'est pas seulement des questions de droits et de sécurité sociale et de droit au travail. C'est un sentiment. Moi, on peut me demander pourquoi j'ai pas pris la nationalité française avant. Ça m'est jamais venu l'idée, mais c'est parce que je me sentais totalement chez moi ici. Depuis 1979 que je suis arrivé, à aucun moment, je peux vous dire, aucun Français, enfin, on me dit que j'ai un accent tous les jours, mais aucun Français ne m'a jamais fait sentir que je ne suis pas chez moi ici. Je suis un Européen en Europe. Et quand vous avez enlevé ce statut à des gens, tout d'un coup, vous leur enlevez une partie de leur identité. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, ça fait très mal. Je vous confirme que vous avez un accent. C'est même pour ça qu'on vous invite. Nicole Niezotto. Oui, non. Juste Michel Barnier, notre négociateur, donne les chiffres suivants. 4,5 millions de gens concernés, 3,5 millions d'Européens en Grande-Bretagne et 1,2 million de Britanniques éparpillés sur l'Union européenne. Sans moi, parce qu'il m'a jamais compté. Mais peut-être que c'est les chiffres, en tout cas, sur lesquels il négocie avec les Anglais. Et le paradoxe de cette affaire, un des paradoxes, pour montrer à quel point les Britanniques s'enferment même dans cette tragédie, c'est que s'il doit y avoir une solution, il faut qu'il y ait une solution pour les droits de ces citoyens européens avant Noël, pour qu'on puisse débloquer la deuxième phase des négociations, parce que là, je crois que le Conseil européen sera très clair. S'il n'y a pas de solution pour les citoyens européens, on ne passera pas à la deuxième phase de négociation. Eh bien, les Britanniques seront obligés de reconnaître la compétence de la Cour de justice européenne, ce qu'ils ne voulaient pas reconnaître avant le Brexit. Donc, le Brexit va les rendre encore plus dépendants des institutions européennes qu'ils étaient censés quitter. Donc, on est vraiment dans un monde à l'envers. Je voudrais juste vous interroger sur les conséquences en fonction des différents scénarios qu'on voit éparpillés dans la presse. Il y a le scénario du no-Brexit, qui est un peu le scénario rêvé par Tony Blair, c'est-à-dire on est dehors tout en étant dedans, on a du picking sharing, on prend ce qui nous plaît, etc. Scénario que l'ensemble des négociateurs européens considèrent comme absolument pas du tout un point de départ. Il y a le scénario du no deal, c'est-à-dire les Britanniques claquent la porte et s'en
s'en vont avec un statut futur qui sera même pas celui du Mexique, ni même celui du Canada. Et en fonction de ces deux scénarios, et puis il y a le scénario raisonnable, si je puis dire, un accord à la norvégienne, mais dans lequel, de toute façon, les Britanniques auraient moins de droits et plus de devoirs qu'avant la sortie de l'Union européenne. Et en fonction de ces trois scénarios, est-ce que vous voyez des conséquences politiques intérieures différentes dans votre pays ? Alex Taylor. Oui, bien sûr, parce que, regardez, je vous renvoie à l'actualité d'hier. Vous avez suivi sans doute que Donald Trump a retweeté une vidéo de l'extrême droite, Britain First, l'extrême droite, une vidéo fausse aussi. Lui, il parle toujours de fake news. Il a retweeté ça. Et Theresa May, je critique assez Theresa May, vous êtes d'accord avec moi, mais là, pour une fois, j'étais assez content de voir sa fierté pour dénoncer Trump. Cela dit, il n'aurait peut-être pas fallu qu'elle se précipite dès sa nomination pour lui serrer la main et d'être la première à lui serrer la main parce qu'elle était désespérée d'avoir un bon deal. Donc, le problème, c'est que les Brexiteurs durs qui ont la presse et qui ont aussi l'oreille, l'oreille droite de Theresa May, insistent pour qu'on quitte tout. Dès qu'il y a le mot euro là-dedans, Europol, Euratom, on n'en veut plus, l'Eurovision même, j'en sais rien, rien d'européen, donc ils quittent tout, ils veulent partir, mais pour aller où ? Parce que si c'est assez mal parti là, parce que on lit ce matin dans le Telegraph que on vient d'annuler la visite de Donald Trump qui était prévue en janvier, une visite qui n'était pas une visite d'État, mais a working visit, c'est-à-dire en gros qui rencontre pas la reine. Donc, on vient de l'annuler ce matin. Vous connaissez Donald Trump, avec ce qui est une petite bataille là au niveau du twittosphère. À mon avis, le bon deal commercial qui remplace pour que nous puissions enfin acheter les poulets au chlore, les bœufs aux hormones américains qui vont transiter par la frontière, qui existe par magie et que vous pouvez en manger aussi parce que si vous voulez en manger, il y en aura plein dans la République d'Irlande. Je vois pas trop ça. L'Australie, si c'est pour renouer avec l'Empire, l'ancien Empire, la semaine dernière, le ministre du Commerce australien a rappelé aux Britanniques, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire du commerce avec 460 millions de consommateurs que de faire du commerce avec 60 et avec qui on a une petite hargne quand même parce qu'ils nous ont planté dans les années 70 quand on a rejoint le marché commun à l'époque et qu'on leur a dit merci, votre beurre, vous pouvez mettre... Voilà. Donc, oui. Et puis l'Inde, j'ai pas parlé de l'Inde. L'Inde, pour faire du commerce avec l'Inde, le petit hic avec l'Inde, c'est que le Premier ministre a dit à Theresa May l'autre jour, très bien pour avoir un deal, free trade with India, dès que vous voulez, mais il faut accepter beaucoup plus de nos citoyens chez vous. Donc, on est revenu au point zéro, et c'est pas sûr que les Brexiteurs qui viennent de chasser, parce qu'on vient d'assister à la plus grosse chute depuis l'histoire de ce chiffre, dans l'immigration vers la Grande-Bretagne, c'est pas du tout sûr que les Brexiteurs qui se sont débarrassés de tous ces Européens dont ils voulaient plus acceptent beaucoup d'Indiens qui viennent prendre leur place. Mais il va bien falloir que quelqu'un vienne pour prendre leur place parce que encore, je vous parle de mon père. Mon père avait de l'Alzheimer. Il était soigné dans une maison. Et sur les 30 infirmiers, je crois que 27, 28 étaient d'origine de l'Europe, de l'Europe de l'Est, même polonaise, la plupart. Et c'était des gens remarquables. Heureusement qu'ils étaient soignés par j'ai même 2 Polonaises qui ont pris sur leur jour de congé, je me rappelle toujours, pour faire 80 km pour venir à son enterrement. Alors, c'était des gens extraordinaires. Et tous ces gens-là, on leur fait sentir qu'ils sont plus... Ils partent. Il y a énormément d'Européens, c'est le Brexiters, qui partent. Donc, je ne sais plus comment ça répond à votre question, mais à la fois sur le deal commercial, où va-t-on ? C'est pas sûr du tout, personne ne le sait, parce que on va couper tous les ponts avec l'Europe. Mais pour remplacer par quoi ? L'avenir est bien sombre dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis surtout, qui va soigner tous ces vieux gens qui ont voté pour le Brexit ? Je vais enchaîner avec la question qui est soulevée par Nicole. Vous avez décrit la situation, le
multiplication des incertitudes, des absurdités, des décisions qu'on prend et dont on s'aperçoit qu'elles sont finalement, qu'elles vous sont défavorables quand vous les avez prises, et aussi cette situation assez comique ou tragicomique qui veut que Theresa May ait été une partisane du Remain et Jeremy Corbyn du Brexit, tout en chacun racontant. À la fin des fins, est-ce que finalement, pour tous ces décideurs pris dans cet ensemble d'incertitudes, de contradictions, etc., est-ce qu'un nouveau référendum ne serait pas la bonne façon pour eux de se tirer des flûtes, comme on dit en français, c'est-à-dire d'éviter leurs responsabilités, un nouveau référendum, non pas sur on sort ou on ne sort pas, puisque là on a déjà voté, mais sur le contenu de l'accord, et si c'était le cas, et si ce référendum était sanctionné par un non au contenu de l'accord, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est envisageable? Et où cela conduit-il, Alex Taylor? Philippe Meyer, vous avez répondu à votre propre question dans la question. Je crois que le problème d'un nouveau référendum sur le deal, parce que les députés travaillistes qui étaient pour le Remain sont obligés maintenant, parce qu'ils peuvent pas dire il faut un référendum, un nouveau référendum, pour savoir si on a fait une erreur ou pas, parce que leur leader est contre ça, donc ils peuvent pas le dire. Donc tout ce qu'ils peuvent dire, c'est ce que vous venez de dire. On peut demander un nouveau référendum pour savoir si oui ou non on accepte le deal. Donc, comme tout se décide à la 11e minute de la 11e heure en Europe, ce référendum sera quoi? Le 28 mars à 23h30, juste au moment avant de sortir pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Et vous avez répondu à votre question parce que qu'est-ce qui se passe si, comme on peut supposer, les Britanniques vont dire mais c'est une vaste erreur tout ce truc et on vote contre. Ça m'étonnerait beaucoup. Comme ils sont mes compatriotes, que tout d'un coup, tout le monde dit c'est génial ce deal, on va voter pour. Non, il va y avoir 36 000 griefs et raisons qui n'ont rien à voir avec le Brexit pour que les gens votent contre Theresa May, contre leurs voisins, contre l'émission de télévision qu'ils n'aiment pas. Et donc on va dire non. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe si on dit, les Britanniques disent non à ce deal? Eh bien, Theresa May a envoyé la lettre. Donc, il reste à quoi, un quart d'heure pour discuter d'un nouveau deal? Ou est-ce qu'on dit à l'Europe, désolé, on a fait une erreur? À mon avis, l'Europe, dont je fais partie maintenant, disait, mais non, vous avez pris votre décision. Vous pouvez pas maintenant dire que vous décidez que le deal est mauvais et on renégocie. C'est comme ça, vous le prenez ou vous le mettez là où on pense. François Bujon de l'Étang. Les questions que vous venez d'agiter, Philippe, et les hypothèses que nous sommes en train de remuer sont tout à fait typiques du débat tel qu'il existe en Grande-Bretagne, en réalité. Moi, je suis très frappé quand je vais au Royaume-Uni d'entendre des Britanniques qui discutent entre eux à peu près de ce que vous venez d'esquisser comme question, Philippe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce qu'on se fait un deuxième référendum? Sur quel deal? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une des raisons pour lesquelles on fait du surplace depuis 18 mois, en réalité. Vous mettez 4 Britanniques autour d'une table, vous passez un très bon moment, mais vous avez 4 opinions différentes, généralement, sur la situation. Et le débat tourne en rond de façon très spectaculaire. Et moi, je suis très frappé du fait que, pour l'instant, le Channel, comme vous dites, ou la Manche, est en train de s'approfondir et de devenir de plus en plus large, probablement, et de plus en plus profond, dans la mesure où les discussions sur le Brexit sur le continent n'ont rien à voir avec celles qu'on entend au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on remue des hypothèses, on se demande ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on fait un nouveau référendum. Sur le continent, les continentaux, dans l'ensemble, sont désolés de la décision britannique. Ils sont désolés, mais ils en ont pris leur parti. Ils considèrent que, voilà, les Anglais ont choisi, ils veulent sortir, c'est dommage, mais au fond, la page est tournée. J'ai été dans une conférence internationale à Londres il y a une quinzaine de jours qui était tout à fait significative. Il y avait 2 tables rondes qui se sont suivies. L'une, c'était les Britanniques qui viennent de faire ce que je viens de décrire. L'autre, c'était des continentaux européens, interviewés par un modérateur britannique. Et les continentaux européens, italiens, français, allemands, ont tous tenu, sans s'être donné le même langage, finalement, qui était à peu près celui que je viens de tenir. Nous sommes désolés, mais vous avez choisi, et finalement, l'Europe va s'attaquer maintenant à ses priorités. Elle a des quantités de priorités. Renforcer les frontières extérieures, s'occuper des flux migratoires, consolider la zone euro, chercher à se développer dans de nouveaux domaines, la défense, etc. Et
On a l'impression que le Brexit, pour les continentaux, il est sur le dessous de la pile. Ce n'est pas du tout une priorité de l'Europe continentale. C'est presque une distraction, au sens distraction, par rapport à ce que sont les vraies priorités de l'Europe continentale. Les Anglais sont là, on veut renégocier ceci, on veut une période de transition, mais les Européens, tout en étant désolés, s'occupent d'autre chose et ont d'autres priorités. Et je suis très inquiet de voir ce gouffre se creuser. Je serais curieux d'avoir votre réaction à ce commentaire. Alex Taylor. Évidemment, c'est le cas, parce que le débat passionne beaucoup moins. Je suis d'accord avec vous, ça a catastrophé et surtout étonné les Européens pendant quelques mois après. D'ailleurs, moi-même, je suis invité sur toutes les chaînes pour parler du Brexit. J'y vais, mais je suis beaucoup moins invité maintenant depuis 4-5 mois. Avant, c'était une fois par semaine pour parler du Brexit. Là, j'ai l'impression que mais c'est acté. Et je comprends tout à fait. Vous avez décidé, goodbye, good luck. Donc, c'est un peu l'attitude normale du reste de l'Europe, qui d'ailleurs en profite pour dire, maintenant qu'ils sont pas là, les Britanniques qui râlaient tout le temps, on va pouvoir enfin faire des choses sans avoir ce bâton dans la roue. Enfin, avant de partir, vous nous avez quand même, vos ex-compatriotes nous ont quand même laissé le glyphosate de bon cœur. Mais puisqu'ils continuent à prendre des décisions. Un autre débat. Mais est-ce que je peux vous donner juste un exemple du côté ridicule de cette affaire? Je ne sais pas si vous lisez le Grimsby Telegraph. C'est ce que c'est, Grimsby. Sorry, but we don't, I'm afraid. Well, neither do I. Not often. Mais il y a quand même un article très intéressant dans le Grimsby. Grimsby, c'est un port au nord de l'Angleterre, assez triste. Mais qui fabrique, enfin, qui cultive les fruits de mer. Grimsby Seafood est réputé, paraît-il. Et Grimsby Seafood se vend beaucoup en Europe. Je ne sais pas si souvent vous mangez du Grimsby Seafood, vous ne savez pas peut-être, mais c'est très réputé et c'est très bon. Grimsby a voté 70% pour quitter l'Union européenne. Mais ils sont quand même fendus d'une lettre. Ils sont allés voir au 10 Downing Street pour demander si jamais on quittait l'union douanière et le marché unique pour le cas très précis de leurs fruits de mer. Donc je plaisante pas, vous pouvez taper sur Yahoo, vous faites Grimsby Telegraph Seafood, vous allez tomber sur l'article, ça a été diffusé, c'est comme sur Tweet, c'est pour ça que j'en ai pris connaissance. Est-ce qu'on peut avoir une exception pour les fruits de mer de Grimsby pour être sûr qu'il n'y aura pas de tarif? Parce que tout d'un coup, ils commencent à flipper. On en est là. C'est grotesque en Grande-Bretagne. Vous savez, les mantras des Brexiteurs, il y a des phrases absurdes qu'ils répètent à longueur de temps. Et depuis 1 an, ils disaient they need us more than we need them. Ils ont besoin de nous plus que... Et ils sont tout à fait choqués. D'abord, Nigel Farage est très surpris de voir que le reste de l'Europe n'a pas suivi et que, par exemple, que Macron ait gagné en France contre Marine Le Pen. Parce que ça, c'est un autre truc. Même la BBC, par exemple, pendant la campagne pour les élections en France, j'étais très choqué de voir à quel point la BBC, qui reste plus ou moins équilibrée sur les affaires britanniques avec du pour et du contre, Remain and Leave, dès qu'il s'agit du reste de l'Europe, on a l'impression que le populisme l'emportait, parce que chaque fois qu'on parlait de la France, c'était toujours par rapport à Marine Le Pen. Tout d'un coup, 1 semaine avant, on s'est rendu compte qu'il y avait Macron qu'il fallait peut-être inviter pour le cas très peu probable où les Français le choisissent comme président. Parce que sinon, chaque fois, les reportages sur la France, c'était toujours la montée du populisme. Et comme Marine Le Pen voulait suivre son copain Nigel Farage. Donc, avec cette situation, je vois pas comment ça peut continuer au-delà du 29 mars 2019. Les Britanniques vont se trouver dans une situation où il n'y aura peut-être même pas d'avion, parce que vous savez que pour décoller, pour survoler le ciel, il faut faire partie de Open Skies. Donc ça, une fois qu'on n'est plus dans l'Union européenne, et pour le moment, rien n'a été négocié là-dessus, donc on peut même pas décoller de la Grande-Bretagne. Moi, je me souviens, j'ai 60 ans, j'ai grandi en Grande-Bretagne, comme vous savez, et dans les années 70, ce que les Brexiteurs semblent avoir oublié, l'Angleterre, c'est un mot qui a été utilisé, qui m'est revenu là cette semaine, parce que l'un des rares conservateurs qui est très inquiet du Brexit
et qui n'arrête pas de poser des questions au ministre du Brexit, un conservateur, a rappelé l'autre jour que dans les années 70, la Grande-Bretagne, avec tous ces problèmes moi je me souviens des sandwichs qui avaient dans les trains nationalisés qui marchaient jamais. Il y avait des sandwichs secs avec du jambon sec dedans. Il n'y avait pas d'autre choix. Ça marchait pas. L'Angleterre, dans les années 70, c'était le punk et c'était le mot en anglais tatty. C'était un peu ringard, un peu pauvré, un peu triste. Eh bien, après 40 ans dans l'Union européenne, ça n'a pas résolu tous les problèmes, mais l'économie britannique se porte très bien. Après tout, c'est Thatcher qui a insisté pour avoir le marché unique dans l'Union européenne. Et puis, j'ai très peur c'est en train de se passer. Ma belle-mère va dans les supermarchés, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais elle me rappelle tout le temps pour me dire, Alex, les prix ont vraiment augmenté, parce que quand vous avez la monnaie qui a dégringolé de 20%. La livre a perdu 15%. Complètement, depuis le vote du référendum. Oui. Donc, quand vous avez 50% des produits dans les supermarchés britanniques qui sont des produits qu'on achète ailleurs, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher. J'ai remarqué moi-même, on va dans les supermarchés, tout est beaucoup plus cher maintenant. Donc, les gens... ce qui est la tragédie du Brexit, c'est que ça frappe le plus les pauvres gens qui ont voté pour le Brexit, à qui on a promis que ça allait résoudre leurs problèmes. Marc-Olivier Padis. Puisque vous avez fait un peu ce retour en arrière sur les années 70, la question qu'on se pose quand même, c'est les Britanniques partent, mais est-ce qu'ils étaient jamais rentrés ? Est-ce que on a le sentiment quand même que le sentiment européen justement n'a jamais vraiment pénétré profondément ? Est-ce que c'est une impression fausse ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment eu un enthousiasme à un moment donné pour l'Europe ? Enthousiasme, non, mais là, pour une fois, je défends mon pays parce que c'est que les Britanniques, contrairement à d'autres pays que je nommerai pas forcément la France, mais quand même peut-être un tout petit peu, quand quelque chose était décidé au niveau européen, c'était parmi les meilleurs à appliquer la législation européenne. Et si c'était un peu difficile dans la négociation pour cette législation, c'est qu'ils avaient l'intention, une fois, vraiment d'appliquer les décisions, les directives européennes, peut-être mieux que pratiquement aucun autre pays. Et là où je ne vous rejoins pas complètement, c'est que pour moi, la ville la plus européenne qui existe, c'est Londres. C'est toute la tragédie. Londres qui a voté 75% pour rester dans l'Union européenne. Et si vous vous promenez à Londres, je ne vous apprends rien. Vous entendez des accents partout. C'est une ville, mais totalement européenne. Donc certaines parties. Et il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on parle toujours des Britanniques, mais ceux qui avaient le droit de vote, j'insiste encore là-dessus, parce que beaucoup de pro-européens n'avaient pas le droit de vote. Il n'y a pas que nous, les expatriés de plus de 15 ans, les jeunes de 16 à 18 ans, qui avaient le droit de vote dans le référendum pour l'indépendance de l'Écosse, n'avaient pas le droit de vote dans ce référendum-là qui touche leur avenir. Donc là, vous avez deux masses de gens, peut-être 1 million d'expatriés comme moi, et je ne sais pas combien de jeunes, mais il y en a beaucoup, en Grande-Bretagne entre 16 et 18 ans, vous avez un foyer qui aurait peut-être fait changer le résultat, parce que c'était très serré, 52-48, si vous ajoutez tous ces votes-là, dont on peut supposer que 90% d'entre nous auraient voté pour Remain, ça aurait changé le vote. Donc, il y a un sentiment pro-européen. Est-ce que je peux vous dire que le sentiment pro-européen, vous le savez, depuis le Brexit, depuis qu'on voit l'exemple britannique a augmenté dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne, dont la Grande-Bretagne, a un sentiment pro-européen qui n'a jamais existé avant. Le truc le plus googlé après le référendum, la question le lendemain du référendum, c'est « What is the EU ?» On vient de quitter l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'on a quitté? C'est quoi? Et un tweet tragique qu'on m'a envoyé à moi le lendemain de ce référendum, un jeune brexiteur à qui on a promis maintenant c'est la souveraineté, on va pouvoir renouer avec les États-Unis et l'Empire et je ne sais pas quoi, m'a envoyé un tweet mais qui en dit long par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il me dit « Mais monsieur, nous avons quitté l'Union européenne, nous pourrons toujours continuer à vivre, à venir travailler, à étudier en Europe. » Eh ben non. Les Brexiteurs ont fermé ses portes aux jeunes Britanniques. S'il n'y a plus Erasmus, s'ils n'ont plus le droit au travail, s'ils sont comme des Américains. Vous savez, moi j'ai des amis
américain à Paris, eh bien, je peux vous dire, il faut être sacrément riche pour continuer à vivre, parce que c'est très difficile de trouver un appartement, c'est extrêmement difficile d'avoir la sécurité sociale, d'avoir un travail. Donc, pour survivre, il faut avoir des parents très riches, si on est jeune, qui vous soutiennent pendant... J'ai une Australienne, ses parents viennent de lui acheter un appartement. Elle est là depuis 2 ans, mais heureusement qu'elle a des parents très riches. Sinon, si c'était comme moi, quand je suis arrivé en France, je n'avais aucun moyen, j'ai pu survivre parce que j'étais traité dès le départ comme un Français. Marc-Olivier. Comme on était très surpris par ce vote Brexit, il y a eu beaucoup d'interprétations pour essayer de comprendre vraiment l'analyse du vote lui-même. Et ce qui était frappant, justement, vous y avez fait référence en parlant du vote à Londres, c'est l'écart géographique entre Londres et le reste du pays, en fait. Et on a dit parfois que le vote Brexit était au moins un vote autant anti-Londres que anti-Bruxelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était un vote contre anti-tout. C'était un vote anti les lois sur les animaux. C'était dès qu'il y avait le moindre tout qui n'allait pas, on était persuadé que c'était de la faute de Bruxelles. Donc on a brassé ces peurs et ces sentiments négatifs sur plein de questions. Mais c'est vrai qu'il y avait un grand écart entre les vieux et les jeunes. Je veux dire, les jeunes, pour eux, 80% des moins de 30 ans ont voté pour rester. Pour eux, c'est une telle évidence. C'est la génération EasyJet et qui n'a jamais connu ce que nous, apparemment tous, on a connu de faire la queue à la frontière pour passer, changer ses francs français en francs belges. Ils n'ont pas connu ça. Pour eux, c'était une expression anglaise que j'arrive toujours très mal à traduire en français, to take something for granted, prendre quelque chose pour un acquis. Mais les jeunes prenaient tout ça pour un acquis, ils vont voir ce que c'est que de ne plus être dans l'Union européenne. Et par rapport à ce que vous disiez aussi, monsieur, tout à l'heure, c'est vrai que ça crée un véritable clivage. Il y a un élément positif, c'est qu'au moins on parle de l'Europe. Parce qu'en France, chaque fois que je présentais des projets européens dans les médias, on me disait toujours la même phrase, l'Europe n'intéresse personne, Alex. Au moins, en Grande-Bretagne, si vous mettez l'Europe, l'audimat assuré. Question time, l'émission dont je vous parlais tout à l'heure en public, etc., la moitié, chaque semaine, ça dure 1 heure. Une demi-heure chaque semaine, c'est toujours le Brexit. On n'y coupe pas, etc. Ça passionne les gens. La moitié des reportages dans l'émission matinale de la BBC, The Today Programme, ça dure 3 heures. La moitié, c'est le Brexit. Ça passionne enfin quelqu'un, l'Europe. En mal, mais au moins, c'est passionnant. Mais ça, c'est la bonne partie. La mauvaise, c'est totalement clivant. Il y a des familles entières qui ne se parlent plus. Je connais des gens qui m'ont dit j'arrive plus à parler à mes grands-parents et même mes parents. J'ai rencontré un jeune qui m'a dit je n'adresse pratiquement plus la parole. Ils m'ont enlevé le droit d'être européen. Je leur en veux à vie. Et c'est le propre d'un référendum. C'est tellement simpliste. Et moi, j'ai du mal, à parler à des Brexiteurs. Ils m'ont enlevé des droits. C'est la première fois dans l'histoire britannique que le Parlement enlève des droits à des citoyens. Et en plus, ils tiennent pas compte. J'ai réussi à faire publier un article dans un journal britannique avant le référendum, The Telegraph, parce que je voulais surtout qu'on tienne compte de nous, qui étaient complètement, les expatriés, complètement oubliés dans le débat. Donc, comme j'ai envoyé des emails partout, ça n'a pas marché, parce que en France, je suis un peu comme nous, mais en Grande-Bretagne, pas du tout. Impossible. Donc, je connais le correspondant du Télégraphe à Paris. Donc, il se trouve que quand j'étais directeur des programmes RFI, je lui ai donné son premier poste. Donc, 20 ans après, je l'appelle en disant « Henry, it's payback time. Il faut maintenant que tu me rendes un service. Il faut absolument parler de tous ces Britanniques qui vivent sur le continent et dont on ne parle jamais. » Parce qu'on parle toujours de la libre circulation des personnes comme si ça passait vers la Grande-Bretagne, mais pas dans l'autre sens. J'ai réussi donc à faire publier cet article qui était très neutre. C'est juste pour rappeler qu'on était là et qu'on allait priver les jeunes Britanniques du droit de faire ce que moi j'ai pu faire si on votait pour le Brexit, avant le référendum. Vous pouvez toujours le regarder. Le nombre, mais d'insultes. On m'a comparé, c'est quand même extraordinaire, vous ne devez pas savoir qui c'est, Lord Haw-Haw. Vous savez qui c'est ?
Lord Haw-Haw. Une sorte de Gengis Khan. Non, non. Pire, c'est un aristocrate, enfin, il était d'origine irlandaise, mais il vivait à Londres, un aristocrate dans les années 30, qui est parti en 39 à Berlin faire une émission pour Hitler sous Goebbels qui s'appelait Germany Calling et qui faisait de la propagande en anglais pour dire aux Anglais vous allez être battus. On m'a comparé parce que j'ai fait paraître un article You are the new Lord Haw-Haw, on m'a dit. C'est vous montrer à quel point les passions et que ça a divisé ce pays. Justement, moi je voulais aller encore vous pousser un peu plus loin sur cette question de l'avenir de la démocratie en Grande-Bretagne. Si tout cela se passe, c'est-à-dire la chute de la livre, l'augmentation des droits de douane de 20%, plus d'avions parce qu'il n'y a plus de régulation aérienne, plus de passeports européens, donc les étudiants incapables d'aller continuer ou de voyager en Europe. Si tout cela se passe, plus le clivage dans les familles, le sentiment d'humiliation, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un scénario de très grande violence sociale en Grande-Bretagne le soir du 29 mars 2019 ? Moi, c'est un peu ce que je redoute. Non, alors on ne va pas parler de guerre civile, mais vraiment un scénario de violence sociale très forte, de règlement de compte, qui pourrait effectivement amener à peut-être des affrontements à Londres et ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le retour de l'anthropophagie en Grande-Bretagne. on se demande comment. On est très curieux de savoir quelles sont les recettes que la cuisine britannique la fantaisie britannique pourrait aller prendre des formes... Alex Taylor, terminons cette émission sur ces perspectives réjouissantes. Non, mais moi je crois qu'elles ne sont pas à exclure. Moi non plus. Moi, ça me rappelle la fin de l'ère Thatcher, tout ça. Vous vous rappelez, il y avait un truc qui s'appelait the community tax, the poll tax. C'était le fait que Thatcher a décrété que pour les impôts locaux, il fallait que tout le monde paye le même somme. Un milliardaire devait payer la même somme qu'un retraité dans chaque circonscription. Que la circonscription décidait, c'est 35 euros par semaine. Si vous êtes riche ou pauvre. Il y a eu des émeutes de ça. C'était très violent parce que c'était un affrontement. Moi, je vois plutôt un affrontement entre la droite et la gauche parce que c'est en train de se radicaliser. Le centre n'existe plus en Grande-Bretagne pour le moment. Peut-être, le centre peut revenir, mais c'est pas avec les Liberal Democrats qui ont repris quelqu'un qui a été viré avant. Malheureusement, on a perdu Nick Clegg, qui était un Européen convaincu comme Tony Blair. Et il n'y a personne au centre pour incarner ce renouveau. Donc moi, je vois plutôt un éclatement, pas forcément autour de l'Europe uniquement, mais qui va être exacerbé par ça, parce que vous avez quand même Corbyn, qui est un nostalgique des années 70, et qui a dit, pas plus tard qu'hier, Morgan Stanley prévient que je suis une grande menace pour l'économie britannique, et il a dit, et ils ont raison, je suis une grande menace pour l'économie britannique telle qu'elle est en ce moment. Donc il rêve de faire revenir la nationalisation des hôpitaux, des trains, tout ça, tout ce qui m'a fait partir, moi... Tony Benn. Tony Benn, oui, dont le fils est d'ailleurs le président de l'actuel comité, dont je vous ai parlé au début de l'émission, pour le Brexit. Et je vois plutôt un clivage. Ça va pas se faire autour du Brexit, mais ça va se faire autour de la droite et de la gauche, parce qu'il n'y a pas de... Vous connaissez ce poème de Auden, c'est sur un faucon qui part dans le ciel, et c'est « Things fall apart, the center cannot hold ». Les choses tombent sur le côté, le centre ne tient plus. Et la phrase d'après va être la réponse à votre question. « Mere anarchy is loosed upon the world ». De la pure anarchie est relâchée sur le monde. C'est plus beau en anglais. Hein. Donc voilà, sur cette note-là, je termine avec un compliment, au moins par rapport à la langue de Alex mon pays. Taylor, nous vous remercions beaucoup. Nous n'avons pas évoqué le mariage du prince Henri, qui est susceptible de refaire remonter l'ensemble de l'économie britannique, comme on nous explique tous les jours, bien que ce soit avec une divorcée, ni d'ailleurs le fait que la reine s'était affirmée enchantée de ces épousailles. Merci Alex Taylor, merci d'avoir participé à cette émission thématique. Les prochaines seront donc pendant nos semaines de vacances autour de Noël et du 1er de l'an. Je rappelle que
c'est Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission et que, à la prise de son, se trouve Maxime Olivier. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique.